Les amis, suite de la Coupe du Monde des clubs, on débriefe l'entièreté des demi-finales de la compétition avec une nouvelle fois beaucoup de rebondissements et beaucoup de choses à dire. On va évidemment se focaliser davantage sur la rencontre entre le PSG et le Real Madrid parce que c'était le grand spectacle et le climax de cette compétition. On va donner aussi un petit mot à ce Chelsea Fluminense parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes qu'on a pu voir chez les Londoniens et essayer de teaser un peu la finale qui aura lieu le dimanche 13 juillet et qui opposera donc le Paris Saint-Germain à Chelsea. Mais en tout cas, il y a pas mal de choses à dire sur ces demi-finales et pas mal de choses sur lesquelles revenir évidemment. On va tout d'abord parler de ce Chelsea Fluminense brièvement. On va évoquer la victoire des Blues 2-0 face aux Brésiliens. Tout d'abord, il faut souligner le très beau parcours des coéquipiers de Thiago Silva qui ont quand même fait de très belles choses depuis le début de la compétition. Ils ont éliminé l'Inter Milan, ils ont accroché le Borussia Dortmund en phase de poule et globalement, c'est un peu ce qu'ont montré tous les Brésiliens sur l'ensemble de la compétition avec Fluminense aussi l'apogée de ce football brésilien symbolisé par Fluminense et l'acquisition de cette demi-finale et c'est très beau ce qu'ont montré les clubs brésiliens, alors qu'il y a beaucoup d'explications qui peuvent expliquer le fait que les Brésiliens soient allés aussi loin. Je pense aussi que c'est dû au fait qu'ils soient engagés en pleine saison maintenant. C'est vrai que les Brésiliens jouent leur championnat et qu'ils vont le reprendre à la suite de cette compétition. Donc ça peut expliquer le fait que cette équipe soit arrivée en pleine bourse sur le plan physique comme toutes les autres équipes brésiliennes. Ça peut expliquer les performances des Brésiliens, mais il n'y a pas toutes les équipes qui sont engagées pleinement dans leur saison qui ont fait les belles compétitions qu'ont fait les clubs brésiliens. Donc il faut souligner que oui, même si les clubs brésiliens sont en plein milieu de leur saison et que ça peut justifier le fait qu'ils soient dans le rythme et qu'ils soient allés aussi loin, contrairement aux Européens qui se sont arrêtés un peu plus tôt, et bien il faut quand même rendre à César ce qui est à César et dire que les clubs brésiliens ont fait une très belle compétition. Là aussi, c'est un peu regrettable qu'on ait eu l'affrontement entre deux clubs brésiliens dès les huitièmes, en l'occurrence Palmeiras et Botafogo, puisque ça a éliminé un Brésilien d'office, mais globalement, je trouve qu'avoir 4 clubs brésiliens sur 16 en huitième de finale, c'est quand même quelque chose de très intéressant et quelque chose de très beau pour le football brésilien en général, parce que le football brésilien, on en parle peu, mais c'est vrai que sur le plan collectif, quand on voit la Seleção sur la dernière Coupe du Monde, eh bien c'est une équipe qui régresse. Alors que là, on voit vraiment qu'il y a pas mal de joueurs brésiliens de qualité, qu'il y a des structures collectives très fortes. C'est pas juste des offensifs qui viennent signer au Real ou au Barça pour 45 millions. Il y a aussi des défenseurs, il y a aussi des milieux de terrain, il y a aussi une attractivité avec des joueurs qui sont étrangers qui vont signer du côté du Brésil. Je pense notamment à Richard Rios de Palmeiras au milieu de terrain qui a montré de très belles choses. Je pense à Savarino, le Vénézuélien de Botafogo aussi qui a montré de très belles choses en Libertadores, mais aussi sur cette compétition. Donc c'est pas juste des clubs formateurs qui exportent leurs jeunes à prix d'or du côté du Barça et du Real, c'est aussi des clubs qui savent former, c'est aussi des clubs qui savent mettre de l'argent là où il faut, qui savent attirer des joueurs de qualité et les garder pendant quelques années. Donc c'est très intéressant. Mais si on devait revenir sur cette rencontre, eh bien Chelsea a été au-dessus bien sûr avec un Enzo Maresca qui a fait pas mal de gestion, il n'a jamais aligné le même 11 depuis les huitièmes avec pas mal de turnover là aussi, des innovations tactiques assez intéressantes avec un Cucurella par exemple qui vient se greffer dans la défense à 3 sur la relance à l'image de ce qu'on peut voir avec Nuno Mendes du côté du Paris Saint-Germain. On a des ailiers qui prennent la largeur et des ailiers vrai pied avec Madueke qui a pu être titularisé sur le côté gauche, avec Pedro Neto aussi, qui a pu jouer sur le côté gauche. Pedro Neto qui a marqué 3 buts sur cette compétition. L'international portugais réalise une très belle Coupe du Monde des clubs, alors que sa saison elle avait été en demi-teinte. Il y a vraiment des joueurs qui ont perfectionné d'autres rôles, avec Enzo Fernandez qui évolue beaucoup plus haut. Il a d'ailleurs délivré 3 passes décisives. Enzo Fernandez, c'est plus le numéro 6 besogneux qu'on avait vu lors de la Coupe du Monde. C'est un joueur qui est capable de monter beaucoup plus haut et essayer de distiller les bons ballons dans le dernier tiers du terrain. Donc il y a pas mal d'innovation là aussi. Un Malo Gusto par exemple qui est le remplaçant de Rhys James, mais l'international français a beaucoup joué puisque Rhys James est plutôt fragile sur le plan physique. Il a pu aussi s'incorporer dans le milieu de terrain sur les phases de construction. Donc vraiment on a vu de très très belles choses du côté de Chelsea sur le plan tactique. Et il va y avoir deux écoles. Il va y avoir ceux qui pensent que Chelsea est en finale parce que le tableau leur a été favorable, et puis ceux qui pensent que Chelsea a tout simplement réalisé un très bon boulot. Quand je vois que l'Inter est tombé contre Fluminense, quand je vois que Manchester City est tombé contre Al Hilal, je me dis que Chelsea a tout à fait le mérite d'être arrivé jusque-là et d'avoir éliminé toutes ces équipes qui restent des équipes de qualité, même si bien sûr ça n'avait rien à voir avec l'adversité qui a été proposée de l'autre côté bien sûr. Donc ce qu'il faut retenir de ce match entre Chelsea et Fluminense, c'est que Chelsea était largement au-dessus, que ça a marqué la fin du beau parcours de Fluminense et des équipes brésiliennes en général, avec un Thiago Silva qui a retrouvé son ancien club Chelsea, et puis un Chelsea qui a opéré pas mal de turnover depuis le début de la compétition pour expérimenter des nouvelles choses en vue de la saison prochaine, avec des joueurs qui ont expérimenté des
des nouveaux rôles là aussi, une équipe qui progresse avec un club qui se structure. On a longtemps critiqué le fait qu'il n'y ait pas vraiment de structure à Chelsea et qu'il y ait 36 joueurs dans l'effectif. Alors il y a toujours 46 joueurs dans cet effectif, mais globalement on a l'impression que ça se structure. On a Gusto Rhys-James par exemple qui tourne à deux sur le côté droit et ça crée une forme de structure aussi. On a un Badiachil qui commence à prendre de l'importance. On a un Enzo qui va jouer plus haut et qui va avoir ce duo avec Cole Palmer offensivement qui va être intéressant. Il y a une rotation devant aussi avec Delap, Joao Pedro, Nicolas Jackson qui devrait quitter Londres, donc on retrouverait une rotation avec Delap et Joao Pedro qui ont des qualités totalement différentes. D'ailleurs, Joao Pedro a marqué un très beau doublé face à son club formateur pour ses débuts en tant que titulaire sous le maillot de Chelsea. Donc voilà, globalement, on a un club qui se structure plutôt bien là aussi et j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur cette saison et même sur la finale face au Paris Saint-Germain. Et d'ailleurs, transition toute faite sur ce PSG Real Madrid qui a eu lieu hier soir avec la très grosse victoire du Paris Saint-Germain 4-0. Alors personnellement, je ne vais pas faire le devin, mais je m'attendais, comme tous les observateurs, je pense, à ce que le Paris Saint-Germain l'emporte, mais pas comme ça. Je pensais que le PSG allait l'emporter 2-3-1 peut-être, voilà, 2-0, 3-1, je voyais 2 buts d'écart, peut-être 3 en fin de match, parce qu'on sait qu'il y a l'impact des remplaçants qui est très fort du côté du Paris Saint-Germain, mais je ne pensais pas que le Real allait vraiment prendre l'eau de cette manière, et je ne pensais pas que le Real allait donner des buts. Et c'est ça qui est vraiment très important dans cette rencontre, c'est que le Real a donné des buts. Alors oui, c'est dû au pressing du Paris Saint-Germain, mais la boulette de Raúl Asensio, elle n'est pas due au pressing du Paris Saint-Germain, elle est vraiment due au fait que techniquement, ce joueur est très maladroit, et ça fait quelques mois que ça dure, et quand on se penche en fait sur le 11 de départ du Real Madrid, il n'y a absolument rien qui va en termes de structure. Alors j'avais milité pour le Jude Bellingham dans le double pivot, on l'a eu, et je trouve que c'est une idée qui est plutôt intéressante, parce que Bellingham a énormément d'abattage physique dans le milieu de terrain, il peut lancer les attaques depuis derrière, donc je pense vraiment que c'est un joueur qui peut être voué à évoluer dans un double pivot, parce que je continue à penser qu'en numéro 10, dans le dernier tiers du terrain, ça reste un joueur qui a du mal à se retourner très vite, et je pense vraiment que quand il a le jeu devant lui dans un double pivot, c'est super intéressant, et je pense que c'est un poste qui va lui être voué, mais encore une fois, Bellingham, il a une blessure à l'épaule, et Bellingham va être opéré, il va être absent pendant quelques mois, donc de reposer sur un jeu de Bellingham dans le double pivot, je pense pas que ça a été l'idée la plus pertinente là aussi. Je pense qu'Arda Güler en numéro 10, ça par contre c'est très intéressant. On va quand même lister les points positifs avant de passer aux négatifs parce qu'il y a beaucoup de négatifs, mais je pense qu'un mec comme Arda Güler en numéro 10, c'est une idée qu'il va falloir exploiter. Ça peut faire penser un peu à Xabi Alonso, à Florian Wirtz du côté de Leverkusen, avoir vraiment ce maestro. Et je pense que Güler va être amené à gagner de l'importance dans cet effectif du Real Madrid la saison prochaine. Fran Garcia à gauche, il y a l'arrivée d'Alvaro Carreras, mais Fran Garcia va faire énormément de bien la saison prochaine en doublure parce que je pense que Ferland Mendy est complètement cramé. Et je pense que Fran Garcia est l'une des principales satisfactions avec Gonzalo Garcia devant de ce Real Madrid. Donc si on devait parler des individualités de ce Real Madrid sur la Coupe du Monde des clubs et des choses intéressantes qu'on a vues, déjà Fran Garcia qui encore une fois hier n'a pas pris l'eau forcément face à Hakimi. J'ai pas trouvé qu'Hakimi ait mis l'eau à Fran Garcia. Alors oui, Hakimi a été énorme, mais Fran Garcia a essayé de limiter la casse comme il a pu parce qu'il y a des offensifs qui défendent pas malheureusement, et ça fait des années que ça dure. Donc Fran Garcia est une satisfaction. Je pense qu'en doublure l'année prochaine, il peut vraiment s'épanouir et offrir un vrai challenge à Alvaro Carreras en termes de concurrence. Il y a aussi Arda Güler en numéro 10 qui a été très bon sur cette compétition et qui s'est peut-être enfin intégré au Real Madrid, même si ce Real Madrid est pour le moment dépourvu de structure forte, mais je pense que Güler va vraiment s'intégrer et apprendre à évoluer avec tous ses coéquipiers devant lui si ces derniers sont amenés à être meilleurs là aussi. Donc je pense voilà, qu'il y a pas mal de motifs de satisfaction et puis tu as un vrai numéro 9. Tu n'as pas besoin d'aller chercher un numéro 9 sur cet été, ça va t'enlever un dossier. Il y a tellement de dossiers à gérer au Real que le fait d'avoir Gonzalo Garcia, ça t'empêche d'aller chercher un numéro 9 de métier, donc là aussi c'est pertinent. Donc voilà, les choses intéressantes on les a listées. Fran Garcia sur le côté gauche en tant que doublure la saison prochaine, eh bien cette idée elle a été confortée et tu as un vrai numéro 9, tu n'as pas besoin d'aller chercher un autre renard des surfaces. Maintenant on va parler des choses négatives de ce Real Madrid. La première chose c'est évidemment l'arrière-garde. Tu ne peux pas jouer avec Rudiger et Asensio dans l'axe quand tu affrontes le Paris Saint-Germain parce que c'est beaucoup trop compliqué sur le plan technique de relancer. Ce Paris Saint-Germain là est une machine à pressing, c'est vraiment un aspirateur comme le disait Makelele en zone mixte à Luis Enrique. C'est vrai que ce Paris Saint-Germain, tu es obligé d'avoir des défenseurs rapides parce que sur les phases de transition ça va être très compliqué. Alors oui, Rudiger est un défenseur plutôt rapide, mais c'est pas un défenseur qui est dans l'anticipation, c'est pas un défenseur qui va jouer de manière très intelligente et ça on l'a encore vu hier. Donc Rudiger, Asensio, c'est assez limité là aussi, mais dans la mesure où tu venais dans une structure défensive, dans la mesure où tu venais pour défendre, eh bien pourquoi pas. J'ai envie de dire, jouer avec Rudiger et Asensio dans l'axe, si tu viens pour défendre, oui, ça peut être une idée. Après, si tu viens pour jouer très haut, être dans l'anticipation, sachant qu'il y a Dembélé, Gvara, etc. dans le dos, là ça devient beaucoup plus compliqué parce que c'est des défenseurs qui ont du mal à jouer dans l'anticipation et c'est des défenseurs dits
choisi bête, entre guillemets. C'est pas des défenseurs qui vont jouer avec leur cerveau. C'est des défenseurs qui vont jouer sur leur qualité physique, qui vont jouer sur leur grinta, qui vont jouer sur le peu de ballons qu'ils ont, c'est-à-dire essayer de relancer de la manière la plus primaire possible, c'est-à-dire devant. Eux, ils vont pas vraiment aller comme Heusen, chercher la passe verticale, chercher l'intelligence. Voilà, c'est des joueurs qui ont un QI football qui, selon moi, est assez rudimentaire pour évoluer du côté du Real Madrid. Et c'est là que la perte de Heusen a fait énormément de mal. Mais c'est dramatique de se dire qu'un gars qui est arrivé il y a 2 semaines, qui a à peine 20 ans, est déjà un taulier de ta défense. Et ça, c'est Riles qui le disait, le suiveur du Real Madrid sur YouTube. Il le disait très pertinemment. Il disait, c'est pas possible que Heusen soit le taulier de ta défense alors que ça fait 2 semaines qu'il vient d'arriver alors qu'il a que 20 ans. Mais Heusen, en 3-4 matchs, il a fait beaucoup mieux qu'Asensio et Rudiger parce que c'est un défenseur qui est intelligent, c'est un défenseur qui est dans l'anticipation, c'est un défenseur qui a beaucoup de qualité physique aussi, qui est capable de couvrir la profondeur, et c'est déjà un taulier. Et ça dénote d'un problème du côté du Real Madrid, c'est que ce taulier-là vient d'arriver, il a 20 ans, il a joué 3-4 matchs, et c'est déjà le leader de ta défense, et ça, c'est problématique. Alors que Pacho, qui est absent du côté du PSG mais qui est un taulier, il a été remplacé par Beraldo et on n'a pas vu la différence. Donc c'est là aussi, je pense, la différence entre les deux équipes, c'est là où ça s'est situé. Donc je pense que le premier point, c'est vraiment cette défense qui n'est pas assez intelligente, qui est dépourvue de QI football et que tu ne peux pas te permettre d'aligner face à la meilleure équipe du monde là aussi. Quoi qu'il arrive, même si le Real avait sorti une masterclass, je pense que le Paris Saint-Germain se serait qualifié parce que les hommes de Luis Enrique sont tout simplement meilleurs, ils sont en pleine bourre, ils sont en confiance, ils se connaissent tous très bien, le 11 de départ est le même, il y a une structure collective, là où le Real est en pleine reconstruction. Donc forcément, il y a aussi des dynamiques qui sont différentes. Je disais aussi dans la précédente vidéo que forcément, il y allait y avoir un problème de dynamique. Le PSG est en pleine bourre, ils connaissent leur football, etc. Alors que le Real Madrid est dans une phase de transition. Donc forcément, ça allait être beaucoup plus compliqué. Mais dans ce Real Madrid-là, il y a aussi pas mal de problèmes. Tchouaméni, selon moi, n'a pas le niveau pour jouer au Real Madrid. Encore une fois. Alors, hier, je trouve que c'est l'un des seuls qui s'en sort. Pour être tout à fait honnête, c'est l'un des seuls qui arrive toujours à trouver la bonne passe, qui arrive toujours à stabiliser. Mais Tchouaméni est un stabilisateur. Est-ce que tu mets 80 millions d'euros sur un stabilisateur encore aussi? Moi, je pense vraiment que Tchouaméni doit jouer doublure. Il doit être une doublure d'un défenseur central. Il doit être une doublure d'un numéro 6. Il doit pouvoir évoluer dans le double pivot. C'est un soldat, mais c'est pas un joueur sur lequel tu peux compter. Je rappelle que le Real Madrid a remporté des Ligues des Champions avec Toni Kroos, avec Casemiro. Est-ce qu'on peut dire que Tchouaméni tutoie ces mecs-là d'un point de vue simplement technique ou même d'un point de vue de la méchanceté, du vice dans le milieu de terrain? Non, je ne pense pas. Donc c'est vrai que ce Tchouaméni, selon moi, ne peut pas jouer titulaire au Real Madrid de manière constante. Alors il peut jouer des petits matchs avant la Ligue des Champions, il peut être titulaire en huitième, en quart pour dépanner, comme pouvait le faire un Nacho en défense centrale. Mais c'est un soldat et on ne peut pas mettre 80 millions d'euros sur un soldat là aussi, même si moi j'apprécie le joueur. Mais tu ne peux pas te permettre d'être aussi limité techniquement quand tu joues du côté du Real Madrid, selon moi. Et puis évidemment, on va revenir sur le principal problème de ce Real qui est tout simplement l'attaque. Et hier, on le voit, Xabi Alonso n'a pas voulu trancher. Rodrigo est en instance de départ, donc c'est très facile de le mettre sur le banc de touche. Mais dès qu'il faut trancher entre les leaders et entre l'attaquant qui t'a fait gagner depuis le début de la compétition, là ça devient beaucoup plus compliqué. Parce que moi, je reste persuadé que Xabi Alonso veut faire jouer Gonzalo Garcia titulaire et que si ça ne tenait qu'à lui, il aurait mis Gonzalo Garcia avec soit Mbappé, soit Vinicius. Mais hier, comme il ne peut pas trancher entre ces deux leaders offensifs, il est obligé de mettre les trois et il est obligé de sacrifier Gonzalo Garcia parce que Gonzalo Garcia a évolué dans un rôle qui n'est pas vraiment le sien. On l'a vu sur le côté droit sur une phase défensive, on l'a vu en numéro 9 sur le pressing, mais il n'est pas suivi quand il presse. Donc forcément, c'est très compliqué là aussi offensivement quand tu as des joueurs qui ne défendent pas. Et ça fait très longtemps de toute façon qu'on le dit du côté du Real Madrid. Et Vinicius a défendu en 2022, le Real a gagné la Ligue des Champions. Vinicius a défendu en 2024, le Real a gagné la Ligue des Champions. Dès que tu as des joueurs qui ne défendent pas, ça devient beaucoup plus compliqué. Et sur les phases de pressing, c'est très compliqué. Alors, un côté, on avait Mbappé ailier gauche et puis Vinicius ailier droit, puis ensuite ça a permuté, puis ensuite comme les deux voulaient être favorisés finalement et Xabi Alonso voulait les mettre dans les meilleures conditions, il a mis Mbappé en 9, Vinicius à gauche, mais c'est le jeune Gonzalo Garcia qui en a pâti. Hier il a fallu faire des choix et Xabi Alonso s'en est montré incapable, tout simplement parce qu'il ne peut pas mettre le ballon d'or, entre guillemets, même s'il ne l'a pas obtenu, mais le ballon d'or de l'année dernière, Vinicius Junior, sur le banc de touche pour une question de statut. Il ne peut pas se permettre de mettre Mbappé sur le banc parce qu'il y avait tout un storytelling autour de l'international français et de son affrontement face au Paris Saint-Germain, et tu peux pas mettre le meilleur buteur de ta compétition sur le banc de touche, ça n'a ni queue ni tête, c'est impossible. Il aurait été évidemment fracassé dans la presse, et puis surtout ça s'est jamais vu que d'arriver en demi-finale d'une grande compétition et de mettre ton meilleur buteur sur le banc, c'est pas possible. Donc c'est vrai que là aussi il était un peu face à un dilemme, Xabi Alonso, et il n'a pas voulu trancher. Alors j'espère que le coach espagnol sera un peu plus courageux sur la saison, mais c'est vrai que là globalement il n'a pas été très courageux sur les choix
qu'il a pu faire. Et puis derrière, quand on analyse les buts, eh bien, il y a deux buts qui sont donnés, un par Rudiger, un par Asensio. Le premier d'Asensio, pour moi, c'est une erreur du Real Madrid, ça c'est sûr et certain, mais Rudiger succombe quand même à la pression de Dembélé, même si pour moi, si c'était Dean Huysen, il aurait tout simplement été beaucoup plus à l'aise techniquement, il aurait été beaucoup plus en mesure de relancer. Mais voilà, c'est vrai que ce Real Madrid-là a été beaucoup trop fragile hier encore une fois, mais après, il y a des buts où tu ne peux absolument rien faire. Barcola, Ramos qui rentrent et qui sont des remplaçants dans un club extraordinaire, dans une équipe extraordinaire. Aujourd'hui, Barcola et Ramos, je pense qu'ils seraient titulaires dans énormément de clubs européens. Donc le fait d'avoir des remplaçants aussi qualitatifs dans un club et une équipe aussi extraordinaire, forcément, ça a son impact. Là où le Real ne fait pas toujours rentrer des cracks sur les fins de match, là aussi depuis le début de la Coupe du Monde des clubs, eh bien le PSG est très structuré. Tu fais rentrer Barcola, Ramos, il y a toujours l'impact des remplaçants. Si vous regardez bien les derniers matchs du Paris Saint-Germain, il y a toujours un but en fin de match qui vient d'un remplaçant. Face au Bayern Munich, c'était Dembélé sur le banc, il rentre, il marque. À chaque fois que ce Paris Saint-Germain là a des remplaçants qui rentrent en jeu, ils se montrent décisifs parce que ces joueurs-là veulent gagner leur place. Gonzalo Ramos, il a qu'une envie, c'est de démarrer titulaire. Barcola aussi. Il y a une forme d'émulation, de concurrence positive du côté du PSG qui fait que les joueurs qui rentrent ont faim, ont envie de jouer le prochain match et sont capables évidemment de nous offrir du spectacle. Et hier, Barcola Ramos, tout simplement, ça symbolise le fait que les remplaçants sont concernés. C'est là que c'est très fort de la part de Luis Enrique, c'est d'avoir réussi à mobiliser des remplaçants parce que ça te garantit toujours de marquer deux buts en fin de match. Et si c'est un match serré, eh bien ça te permet de remporter la rencontre. On l'a même vu au final de Ligue des Champions, c'est Seny Mayulu qui rentre et qui marque là aussi. Donc en fait, globalement, il y a toujours un but de remplaçant du côté du PSG. Il y a toujours un joueur qui rentre et qui marque parce qu'il a envie de montrer, parce qu'il a envie de gagner sa place. Et ça, c'est évidemment très intéressant. Alors que du côté du Real Madrid, on ne peut pas se permettre d'avoir le même luxe là aussi. Je ne peux pas parler de Kylian Mbappé parce que je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus qualifiés que moi pour en parler. Mais encore une fois, Kylian Mbappé n'a pas été très bon hier. Le seul espoir du Real Madrid, c'était sur les phases de transition avec un Bellingham qui voulait systématiquement lancer Mbappé et Vini. Mais devant, Mbappé et Vinicius ont fait preuve d'un individualisme assez énorme. Et puis Gonzalo Garcia se contente de garder le ballon et de la remiser comme il le fait très bien. Comme on demande d'un numéro 9 au final. Gonzalo Garcia, c'est pas un joueur qui va prendre le ballon et qui va dribbler. C'est un joueur qui doit être présent dans la surface. Et hier, malheureusement, il n'a pas eu les ballons qu'il voulait parce qu'il n'y avait pas Trent Alexander-Arnold, parce que Fran Garcia montait moins, parce que forcément tu as Hakimi dans le dos et si tu le montres trop ça devient compliqué, parce que Güler était esselé, parce que Bellingham court déjà assez derrière le ballon dans le milieu de terrain, il n'a plus l'énergie derrière pour aller solliciter ses attaquants. Donc voilà, globalement j'ai été assez déçu par ce Real, j'espère qu'Alonso sera beaucoup plus courageux sur la suite de la saison prochaine en tout cas, et ce Paris Saint-Germain là est une machine absolument extraordinaire et il faut quand même en dire un mot bien sûr, et j'ai hâte de voir la finale entre le Paris Saint-Germain et Chelsea, même si pour moi ça laisse pas beaucoup de doutes, je pense que le PSG va s'imposer, même si encore une fois on sera là pour débriefer la finale et pour parler de tout ça. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner, à liker et à partager, merci beaucoup.